Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle émission de Be Entrepreneur by Neuflize OBC. Aujourd'hui, nous vous accueillons dans le temple du gaming parisien. Nous sommes chez Dotemu et nous découvrirons ensemble son dirigeant, Cyril Imbert. Pour l'accueillir avec moi, je reçois Julien Lemarchand, banquier entreprise, spécialiste du gaming chez Neuflize OBC, Philippe Esser, directeur adjoint du M&A et Marie Damourette, ingénieure patrimoniale. C'est parti. Mais du coup, Julien, je propose de débuter avec toi. Tu es l'expert gaming au sein de la banque. On lit dans la presse que c'est un secteur en pleine explosion. J'aimerais déjà savoir si tu partages ce constat et puis surtout s'il n'y a pas un effet confinement ou si c'est quelque chose de plus longue durée. Bien sûr. En 2021, on va dépasser les 180 milliards de dollars de recettes donc sur le marché mondial. Il y a 3 milliards de joueurs dans le monde et c'est un marché qui est dominé par l'Asie, qui représente 30% du marché. Après, ce qu'il faut avoir en tête, c'est que c'est une croissance qui est continue depuis 10 ans. Donc c'est une dynamique qui va bien au-delà des phases de confinement qu'on a connues récemment. C'est une croissance qui est comparable aux autres industries culturelles comme la télévision, le cinéma, l'édition. Elle est plus forte. Et ce qui se passe, c'est que depuis plusieurs années, le divertissement, donc cinéma, musique, jeux vidéo, se consomme de plus en plus de manière dématérialisée et mobile. Et tout l'écosystème du jeu vidéo a su parfaitement s'adapter pour arriver à transformer cette tendance en une opportunité de développement. Aujourd'hui, 70% des ventes de jeux vidéo sont digitales. Et pour moi, il y a deux phénomènes qui illustrent un petit peu ça. Cette capacité d'adaptation du jeu vidéo, c'est premièrement la multiplication des plateformes de distribution sur PC, l'apparition des stores sur mobile et le cloud gaming sur console. Et le deuxième point, c'est des nouveaux modèles de monétisation qui sont arrivés, qui sont issus de cette transformation digitale. Tout ce qui est free-to-play, DLC, les nouveaux contenus additionnels payants et l'abonnement, les formules d'abonnement. Et tout ça, ce sont des modèles qui sont mieux adaptés au mode de consommation des joueurs et qui permettent de générer plus de valeur et sur le long terme. Et avec de la récurrence. On ne peut pas faire un sujet sur le gaming sans parler des indie games. C'est un segment qui est très intéressant, qui est très dynamique. Aujourd'hui, ça représente 20 milliards de chiffre d'affaires sur les 180 dont on parlait. Ces dernières années, il y a de plus en plus de succès qui sont des jeux indépendants, qui vont générer plusieurs millions de ventes, plusieurs millions d'unités de vente. On peut en citer plusieurs comme Goose Game, Cuphead, ou des jeux français comme Dead Cells ou Street of Rage 4, qui a été justement développé par Dotemu. Et il y a quelque chose qui est intéressant, c'est que le jeu justement Untitled Goose Game, c'est un jeu qui a eu le DICE Award du meilleur jeu du monde en 2019 face à des gros jeux AAA et c'est la première fois que ça arrive dans l'histoire de l'industrie. Et justement, comment t'expliques ce succès de ces jeux indés face aux grands mastodontes des jeux AAA? Le développement des jeux indépendants, ça commence début des années 2000 avec justement le développement des plateformes digitales. Mais il y a trois facteurs qui ont renforcé cette tendance ces dernières années. Le premier, c'est ce qu'on appelle l'early access, l'apparition de l'early access, qui permet à un développeur d'exploiter une version non définitive de son jeu, donc de commencer à générer des revenus et en plus de ça d'avoir des retours de sa communauté pour arriver à une version aboutie lors de la sortie finale. Le deuxième, c'est le développement d'une politique de mise en avant des jeux indépendants qui est développée par certaines plateformes, comme justement Steam, Nintendo et Arcade, et donc qui va permettre à certains jeux indépendants de bénéficier d'une grosse visibilité qui est gratuite. Et le troisième facteur, on en a parlé rapidement, mais c'est la multiplication des plateformes. Donc Epic Games Store, qui est la plateforme lancée par l'éditeur de Fortnite, Stadia, lancée par Google, Netflix, qui commence à s'intéresser aux jeux vidéo. Donc ces nouvelles plateformes vont concurrencer les plateformes historiques comme Steam et les consoles et leur mener une guerre commerciale. Et toutes ces plateformes et ces consoles vont investir beaucoup d'argent pour essayer d'avoir du contenu en exclusivité à proposer à leurs utilisateurs. Ce qui se passe, c'est que ça bénéficie directement aux studios indépendants, puisque c'est une nouvelle manne financière qui leur bénéficie et qui va leur permettre d'une part de gagner en autonomie financière et aussi d'avoir les moyens financiers de chercher à s'autoditer, donc de se passer de l'éditeur, de l'apport opérationnel et financier de l'éditeur, et donc de capter l'intégralité des recettes qui vont être générées par un jeu. Et la conséquence principale que je vois, c'est qu'il y a une vague de concentration qu'on voit dans le secteur sur des valorisations qui sont parfois très importantes. L'éditeur se rend compte qu'il y a un rapport de force qui se rééquilibre en faveur du studio et il n'a pas d'autre choix aujourd'hui que de chercher à acquérir un studio pour être sûr d'avoir un accès au jeu qu'il va développer. Philippe, je te voyais réagir sur ces Ouais, sujets de concentration. tout à fait.
En effet, le marché du M&A, il a suivi la tendance du segment du jeu vidéo et on peut faire trois constats. En tout cas, on peut en faire trois, on peut en faire plusieurs, mais on va On va en commencer par choisir trois. trois. On va en choisir trois. Je crois que le premier constat qu'on peut faire, c'est que c'est un marché mondial. On voit que les gros éditeurs français, Ubisoft, Big Ben, Focus, même s'ils font les trois quarts de leurs acquisitions en France, ils réalisent quand même un quart de leurs acquisitions à l'étranger. Et puis de même, on voit aussi les gros industriels étrangers comme NetEase ou Tencent, ou même des éditeurs suédois qui viennent aussi faire leur marché en France et faire l'acquisition de studios français. Donc ça, c'est le premier constat. Le deuxième constat, c'est que c'est un marché très pragmatique. Comme le disait Julien, les acteurs se sont en permanence adaptés au mode de consommation des joueurs. Et on retrouve ça un peu sur le secteur. On voit qu'il y a évidemment les gros acteurs qui font d'acquisitions majoritaires, mais ils font également des acquisitions et des participations minoritaires dans des petits studios, juste pour prendre date. Voilà, c'est quelque chose d'assez atypique sur ce secteur-là. On peut également souligner l'initiative lancée par Klepper Interactive en octobre de cette année qui vient de lever 120 millions d'euros pour justement constituer un pool de 7-8 studios indépendants pour créer leur propre éditeur et s'auto-éditer. Tu nous as vendu un troisième constat. J'y viens. Le troisième constat, c'est qu'on voit des opérations cross-support, à l'image d'Ubisoft qui a fait des acquisitions de studios mobiles comme Crane Panda ou 1492 Studios, entre autres. Et on voit également que même des studios étrangers comme le suédois Paradox qui a fait l'acquisition de Plarion, un acteur français sur le mobile. Comment réagissent les fonds d'invest sur ces sujets-là Eh ben, alors, en effet, les fonds d'investissement commencent doucement à s'intéresser au secteur et commencent à investir parce que les fondamentaux sont là pour les fonds d'investissement. C'est-à-dire que c'est un marché très dynamique avec des dirigeants, des entrepreneurs qui sont jeunes, motivés, passionnés. Et puis, c'est un marché qui est encore très atomisé. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que les fonds d'investissement ont également observé que c'est un marché où le paradigme est en train d'évoluer. On est sur un modèle économique de hit où pour un succès, il faut faire X jeux. Et on se rend compte qu'aujourd'hui, il y a un certain nombre d'acteurs, de studios qui sortent leur épingle du jeu et qui arrivent à faire un succès pour deux ou trois. Multiplier les succès, oui. Exactement. Et donc c'est en ça qu'ils deviennent très très attrayants pour les fonds d'investissement. Donc on est persuadé que les fonds d'investissement auront un rôle à jouer et puis participeront à la consolidation du secteur. Tu parlais d'entrepreneurs passionnés. Je pense que l'entrepreneur qu'on va recevoir maintenant est également un passionné et puis on va pouvoir avoir aussi son regard sur ce secteur que vous avez particulièrement bien décrit. Merci à vous deux. Et quant à nous, je vous propose tout de suite de passer à l'œil de l'entrepreneur, Cyril Imbert. L'œil de l'entrepreneur, c'est donc avec Cyril Imbert. Cyril Imbert, bonjour. Bonjour. Tu es donc le dirigeant de Dotemu. C'est une entreprise que tu as rachetée avec ton père, je crois, en 2014. C'est ça. Ça ne faisait pas du tout ce que vous faites aujourd'hui. Et on va raconter toute cette histoire jusqu'à la revente cette année. Et on va parler bien évidemment de l'avenir du secteur. On vient de parler avec Julien et Philippe d'un secteur qui a le vent en poupe. Ce n'est pas tout récent. Ça fait une bonne dizaine d'années que le secteur est en croissance. On a parlé de jeux indés, de boîtes indés. Moi, j'aimerais savoir comment vous positionnez déjà pour nos spectateurs dans tout cet univers. Nous, on est éditeur et développeur. Donc, notre activité principale, c'est d'accompagner des studios et de monter des projets de jeux vidéo du début jusqu'à la finalisation du projet et à sa vente et à sa distribution. C'est un ovni dans le secteur, cette organisation? Non, c'est assez courant. Donc, c'est vraiment le travail d'éditeur. Mais nous, on a aussi vraiment une expertise développeur où on développe des projets en interne aussi. Ce qui normalement se fait plutôt en externe chez les éditeurs. Nous, on a un peu les deux expertises qui sont réunies. Au départ, la boîte, quand vous la rachetez en 2014, elle est uniquement sur mobile? Oui, c'est principalement du mobile. Il y avait déjà un petit peu de PC à l'époque. Mais c'était vraiment l'idée de se focaliser sur une plateforme sur laquelle il n'y avait vraiment absolument aucun rétro gaming. Mais en fait, le rétro gaming était vraiment au balbutiement à cette époque-là, sur toutes les plateformes, mais sur mobile en particulier. Et aussi, atteindre les consoles, les plateformes consoles, c'était beaucoup plus difficile à l'époque que ça ne l'est maintenant. Ça s'est ouvert petit à petit et donc on a pu entrer dans ce marché aussi au fur et à mesure.
C'est toujours plus facile après coup de trouver les explications. Ouais. Mais comme on est après coup, comment Ouais. t'expliques cette forte croissance générale du marché et du coup à l'intérieur de tout ça de Dotemu? Bah, le marché, c'est une croissance parce que c'est un média qui réunit la plupart des autres médias culturels, le cinéma, la musique, mais ça réunit aussi des aspects technologiques, donc qui est très souvent dans l'air du temps, qui ne se ringardise jamais, au contraire, qui est souvent en avance sur son temps. Donc c'est ça qui fait que ça a de la forte croissance, que c'est un média qui s'adresse à tout le monde aussi. On y trouve de tout, hein. Faut pas croire que le joueur moyen, c'est forcément des jeunes hommes. Il y a beaucoup de femmes qui jouent. Il y a- Tous ceux qui sont passés sur cette chaise ont regardé tous les gens, ils ont j'ai envie de jouer, hein. Voilà, bien sûr, ouais, c'est un média vraiment universel. La façon dont il est produit aussi, c'est pas produit pour un territoire en particulier, c'est vraiment toujours produit avec l'idée que ce soit vendu le plus possible dans le monde entier, et donc qu'il soit compatible avec toutes les cultures possibles. Donc voilà, c'est vraiment un média qui est dans l'air du temps, qui est dans l'air dans la mondialisation et qui intrigue et provoque la curiosité chez tout le monde en fait. Tu as parlé d'une industrie culturelle, Ouais. donc vous faites de la culture. Qu'est-ce que vous Ouais. voulez dire au monde avec vos jeux? En fait, une œuvre culturelle, c'est juste dans le sens où il y a toujours un message qui soit très très simple ou qui soit extrêmement complexe. Il y a des jeux qui vraiment se basent uniquement là-dessus et essayent de faire passer un message, essayent de faire passer des émotions, comme une œuvre d'art. D'autres, c'est purement du divertissement, mais on se divertit de diverses manières et la façon dont on se divertit aussi dit beaucoup de choses. Donc c'est vraiment un biais culturel dans le sens où il y a un aspect artistique, il y a des choix technologiques qui sont faits. C'est l'ensemble de ces choix qui vont constituer l'œuvre qu'est le jeu vidéo. On a parlé tout à l'heure dans les chroniques de Philippe et Julien des nouveaux modèles Ouais. économiques. Ouais. Tu peux nous en dire un peu plus? Bon, tout au long de son histoire, le jeu vidéo, et surtout depuis les 15 dernières années, les modèles économiques changent énormément. À la base, c'était vraiment beaucoup de jeux PC Donc t'achetais one surtout de la shot. console, one shot, en cartouche, Mhm. avec une vraie mainmise des constructeurs, etc. Tout ça avec le digital, avec la démocratisation d'Internet, de la fibre, ça a complètement changé. Et donc les modèles ont aussi changé. L'arrivée du mobile a permis d'avoir une plateforme jouable dans sa poche avec des offres très variées, gratuites ou non, l'arrivée des casques de réalité virtuelle, l'arrivée du streaming, tout ça a complètement transformé Les modèles. voilà, les modèles, le secteur, et continue de le transformer. Comme c'est un secteur qui est basé sur l'art et la technologie, qui allie les deux, forcément quand la technologie évolue, l'art évolue avec, et le jeu vidéo évolue aussi, donc c'est un changement permanent en fait. Il y a des modèles qui marchent mieux que d'autres. Ça dépend ce qu'on appelle marché. Mais non, chaque modèle a sa place. C'est juste qu'effectivement, aujourd'hui, ce qu'on appelle le free-to-play, donc le jeu gratuit mobile, a une place énorme. Et le jeu gratuit, en général, a une place énorme dans le marché, puisque c'est la meilleure manière d'atteindre le plus grand nombre de personnes. Quand c'est gratuit, forcément, il y a beaucoup plus de gens qui font le pas. Quand on appelle marché, c'est-à-dire que si en termes de rentabilité, Ouais. tout se vaut et on peut être rentable dans n'importe quel type de modèle. Mais voilà, il faut bien le comprendre et bien le maîtriser. Il y a un modèle chez vous? Nous, on est, pareil, vous on est testez vraiment centré sur les jeux premium, donc les jeux payants avec des expériences finies. Parfois, on prolonge un peu les expériences en proposant du contenu additionnel gratuit ou payant, mais globalement, nous, on est vraiment centré sur quelque chose, on va dire, de plus classique, où on va constituer une œuvre dans son ensemble, investir toutes nos ressources dans la création de cette œuvre et ensuite la distribuer en espérant qu'elle plaise aux gens, qu'ils y jouent 10 minutes, 2 heures, 6 heures, 1000 heures. Voilà, pour nous, l'intérêt, c'est que les gens s'y retrouvent, en fait. Tu disais qu'il y a une évolution perpétuelle. C'est pas le même secteur qu'il y a 10 ans. Si on se projette, on prend notre boule de cristal, on regarde dedans, le secteur, ton métier, il ressemble à quoi dans 5, 10, 15 ans? C'est vraiment impossible à dire. Il y a tellement, tous les derniers gros changements qui ont eu place dans le jeu vidéo, ils étaient très difficiles à prévoir. Il y en a même parfois où ils se trompent. La VR, par exemple, met beaucoup plus de temps à se développer que ce qu'on a pu penser au début. Voilà, certains aussi étaient très sceptiques sur le cloud gaming, le streaming. Au final, ça se développe à une vitesse fulgurante. Donc c'est très difficile à dire. Forcément, ça va passer par l'utilisation d'Internet massive,
ça va passer par des moyens de consommation différents avec les différents médias qui sont à notre portée, les différents appareils qui sont à notre portée. Donc, difficile à dire, mais je pense qu'on a déjà exploré énormément de façons de faire. Maintenant, ça va juste se démocratiser de plus en plus, en fait. Récemment, Mark Zuckerberg a parlé du métaverse. Oui. Est-ce que des éditeurs comme vous se projettent dans ce qu'ils pourraient faire dans un univers comme celui-ci? Bien sûr, ouais, il y en a plein. Aujourd'hui, il y a vraiment des éditeurs qui essaient de se spécialiser dans les métavers, dans les multiverses, et donc qui créent des œuvres à partir de ce principe-là et qui essaient de s'y intéresser, mais c'est encore très flou, pas du tout démocratisé. Donc oui, c'est quelque chose qui va avoir sa place, mais comme plein d'autres choses, où on se dit ah ça c'est génial, c'est le futur du jeu vidéo, puis au final ça n'a pas été le cas. Donc on ne met pas tous ses œufs dans le même panier tout de suite. Ah oui, non, ça c'est pas une bonne idée dans le jeu vidéo. Tout à l'heure, on évoquait le fait qu'il y a 10 ans, 15 ans, et puis généralement, il faut faire 10 jeux pour qu'il y en ait un qui marche. Un peu comme les investissements, il faut souvent en faire 10 pour avoir une belle réussite. Ouais. C'est encore le cas. On évoquait des studios qui avaient un peu plus de chance, ou en tout cas un peu plus de réussite. Ouais. C'est quoi les grandes tendances? On est dans un métier de divertissement, donc forcément, il n'y a pas de formule magique, sinon tout le monde ferait des cartons tout le temps, au même titre que le cinéma, les littératures, la musique. Je monte à la caméra, ça c'est un de vos cartons. Oui, absolument. Ouais. Mais pareil, il y avait plein de gens qui n'auraient jamais parié dessus, donc c'est très difficile, il faut avoir des convictions, il faut aussi avoir le souci de la qualité et le souci de ce qu'on propose aux gens, penser aux joueurs avant tout. Et donc non, oui, effectivement, peut-être un hit sur 10, c'est-à-dire que vraiment un carton monumental sur 10 titres. Par contre, ça ne veut pas dire que les 10 titres ne sont pas rentables. Justement, on arrive à une certaine maturité du secteur, et c'est pour ça que ça intéresse de nombreux acteurs qui étaient avant externes au secteur et qui ne s'y intéressaient pas trop, parce que justement, on a atteint une certaine maturité qui nous permet de mieux prévoir, mieux comprendre les risques, et du coup de les limiter pour pouvoir vivre de notre métier, quoi. Quand on a un blockbuster comme ça, il suffit de sortir le 5 pour doubler la mise. Ouais, c'est une question. Pas forcément, non. Les suites, ça peut très bien marcher, mais c'est un peu qui tout double. Soit les gens vont être très déçus, soit ça peut faire encore mieux, mais c'est pas du tout systématique. Il faut vraiment avoir une bonne raison de le faire et bien le faire. Tu évoquais nombreux acteurs, nouveaux entrants sur le secteur qui s'intéressent à l'industrie assez récemment, à des entreprises comme la vôtre. Qui sont-ils? Il va y avoir de l'institutionnel, du public, qui avant était un peu frileux, disant oui, mais bon, est-ce que c'est vraiment un média culturel, qui maintenant commence de plus en plus à intégrer que en fait, le jeu vidéo, ça va être le premier média culturel mondial. Donc là, c'est quoi? C'est des aides des aides, de l'État, de la région? Ouais. Donc effectivement, l'idée, c'est que les États se rendent de plus en plus compte qu'il y a un vrai intérêt à aider l'industrie pour la création d'emplois, pour la diffusion culturelle à travers le monde, puisque comme ce sont des œuvres, forcément elles portent un message, et elles portent le message aussi des gens qui la créent, et donc de leur appartenance culturelle, etc., même si la vocation universelle, c'est du un message derrière. Ouais. Voilà. Et puis aussi, bien sûr, des banques, des entreprises d'autres médias aussi, qui plus traditionnellement télé, cinéma, etc., commencent à s'y intéresser, puisque c'est un peu le futur, donc forcément de le louper, c'est compliqué. 2014, je le disais, c'est le moment où tu rachètes l'entreprise avec ton père. 6 ans après, 7 ans après, 2021, donc vous revendez l'entreprise à Focus Entertainment. Comment ça se fait? On a beaucoup parlé de rapprochement, mais qui contacte qui? Vous étiez vendeur, c'est eux qui sont venus toquer à la porte? Oui, exactement. Effectivement, on avait envie de trouver un partenaire qui permettait de réaliser les ambitions futures de la société. Et donc, on a commencé à faire passer le mot, à s'entourer aussi de banquiers d'affaires pour nous aider à trouver des bons candidats. Et on a reçu plusieurs offres, dont celle de Focus Entertainment. Et alors, qu'est-ce qui fait qu'on choisit Focus plutôt qu'un autre? J'imagine que ce n'est pas qu'une question de sous, ce n'est pas qu'une question de budget. Non, absolument pas. Effectivement, quand on a plusieurs personnes intéressées, forcément, les questions financières, elles s'égalisent assez rapidement. C'est plutôt la proposition du projet derrière qui va être intéressante. Est-ce que ça va permettre de réaliser les ambitions de la société, d'aller là où la société veut aller? Est-ce que ça va correspondre aussi aux valeurs
qui existent d'ores et déjà dans la société, au mode de vie des gens qui y travaillent. Et toutes ces questions-là, il fallait donc sélectionner le partenaire idéal pour y répondre. Et alors, c'était quoi l'ambition derrière? Et donc, tu l'as dit, il y a un projet. Oui, bien sûr. Donc, l'ambition, effectivement, c'est pour nous d'aller vers la typologie de projet qui s'appelle le double A, donc qui sont des projets avec des budgets beaucoup plus élevés que ceux qu'on pratique actuellement, ce qui est une spécialité du groupe qu'on rejoint, Focus Entertainment, qui font ça depuis des années. Donc il y a le A, le double A, le triple A. Alors il n'y a pas le A, il y a le double A, le triple A, il y a l'indépendant et le triple I. Okay. On était plutôt situé autour du triple I sur nos gros projets, et donc passer de ce côté-là. Bien sûr, on va continuer sur notre expertise de base, mais on aimerait explorer aussi ces possibilités, notamment parce que en travaillant sur des licences de jeux des années 2000, c'est plutôt des jeux en 3D qui n'ont pas très bien vieilli. Mais du coup, jeux en 3D, ça veut dire qu'aujourd'hui, il y a des attentes réelles et assez élevées sur la qualité des jeux en 3D. Et donc, c'est d'autres budgets, c'est une autre proportion des choses. Et pour ça, il faut une certaine expertise que nous n'avons pas et que Focus Entertainment possède à 100%. Et au-delà de ça, il y a énormément de synergies entre nos deux sociétés. On fait des choses très similaires, différemment. Et donc, de ces différences peut justement naître beaucoup d'améliorations et de bénéfices pour les deux entreprises. Tu parlais des jeux des années 2000. Ça, c'est encore du rétro gaming. Oui, tout à fait. Ouais, absolument. Ouais. Nous, on considère que tout ce qui est rétro gaming, c'est plus de 10 ans. Donc, qui sont en général des jeux qui sont difficiles à retrouver, à pouvoir jouer sur plateforme moderne. Donc voilà, c'est un peu la limite, quoi. Eh ben, un grand merci à toi, merci. Cyril. Je te propose d'écouter la chronique de Marie Damourette sur justement ce sujet qu'on vient d'aborder, la cession d'entreprise. On va poursuivre sur le sujet de la cession et puis de l'après avec les solutions d'investissement avec la chronique de Marie. Marie, ravie de t'avoir avec nous. Enchantée. Tu viens nous conter une histoire, celle de 4 entrepreneurs, 4 associés dans le secteur des jeux vidéo. Exactement. L'idée aujourd'hui, c'est effectivement de vous conter une histoire pour vous parler du cash out. Alors le cash out, c'est quoi? C'est le fait pour un chef d'entreprise de céder son entreprise ou de céder sa participation. C'est finalement, d'un point de vue professionnel, une étape très importante parce que c'est souvent l'aboutissement d'une aventure entrepreneuriale. Mais d'un point de vue patrimonial, il y a aussi de nombreux impacts à anticiper. C'est un sujet qu'on doit aborder très en amont en fait, de la cession. L'anticipation permet en fait le bon établissement d'une stratégie patrimoniale. Mais pour nous, banque privée, c'est notre capacité d'adaptation et de personnalisation qui permet vraiment d'atteindre les objectifs du client. Alors, cette histoire des 4 entrepreneurs, comment ça commence? Alors, c'est l'histoire effectivement de 4 associés que l'on rencontre au printemps dernier, 3 semaines avant le closing. Donc pour le coup, vous l'avez compris, on est vraiment dans le contre-exemple de l'anticipation. C'est court. C'est très court, 3 semaines. Ils étaient dans une configuration très particulière parce qu'en fait, ils détenaient chacun leur participation au sein de PEA. C'est vrai que le PEA, on a pour réflexe d'imaginer la détention d'actions du CAC 40, mais ce n'est pas du tout réservé à du côté. Au contraire, on peut avoir du non-côté dedans, dès lors qu'on est en dessous des seuils et qu'on a moins de 25% de la société, ce qui était leur cas, ils étaient 4. Du coup, dans le cadre de leur opération, il y avait une particularité, c'est que leur cash-out se faisait via des liquidités pour partie, mais aussi via un échange de titres auprès de la société qui allait les racheter. Et en l'occurrence, c'était des titres UK. Brexit oblige, les titres UK ne peuvent plus être dans le PEA. Donc on avait la contrainte en fait, de sortir au préalable les titres. Ça générait un frottement fiscal lié aux prélèvements sociaux. Donc en fait, ils nous ont sollicité sur les modes de financement du paiement de cet impôt. Donc vous vous rendez compte que dans un délai aussi court, le challenge était quand même très présent, mais on ne s'est pas laissé intimider et on a relevé le défi. Pour la partie cash out pure, donc la partie liquidité, les liquidités est en fait logées au sein de ce PEA. Alors le PEA, c'est une très très belle enveloppe d'un point de vue fiscal, puisque quand on le détient depuis plus de 5 ans, on a de la fiscalité uniquement en cas de retrait, uniquement les prélèvements sociaux. Mais c'est vrai que l'allocation d'actifs est centrée sur des actions européennes. Et en plus de ça, on ne peut pas du tout anticiper la transmission. Donc l'objectif commun en fait, de ces 4 associés était à la fois de sortir le cash et de diversifier. Mais diversifier pour faire quoi? L'idée commune de ces 4 associés, c'était de se diriger vers de l'immobilier et de l'assurance vie. Alors l'immobilier, c'est vrai que c'est une classe d'actifs quasi incontournable, parce que notamment, on a souvent pour souhait d'acquérir sa résidence principale. C'est souvent le premier investissement qu'on réalise.
Et l'assurance vie, pour quelle raison? Parce qu'on a vraiment la possibilité d'avoir une allocation à géométrie variable, du plus prudent au plus dynamique en passant par l'ISR, mais on a aussi la possibilité d'anticiper la transmission. Et là, nos 4 associés, encore une fois du gaming, avaient beau avoir tous moins de 40 ans, ils avaient tous en tête ce sujet. Donc c'est vrai que l'assurance vie a été un outil qu'on a utilisé pour ces raisons-là, d'autant plus que à la fois on organise la transmission, mais on ne se dessaisit pas en fait des sommes. Donc si on souhaite avoir des revenus complémentaires ou disposer de cash pour un projet perso, on peut aller piocher. On peut aller piocher vraiment de manière très très souple. Donc on a vraiment privilégié ces deux outils. Mais finalement, les lignes directrices communes se sont arrêtées là. Il faut avoir en tête qu'il faut prendre en compte les objectifs de chaque client. Et là, en l'occurrence, c'était vraiment un cas d'école puisque ces 4 associés n'avaient pas du tout la même situation familiale ni patrimoniale et que ça a un fort impact en fait sur le conseil qu'on peut apporter. On ne conseille pas en fait un chef d'entreprise célibataire, sans enfant, encore locataire, de la même manière qu'un chef d'entreprise qui serait marié, 2 enfants, déjà propriétaire de sa résidence principale, qui aurait mis un petit peu d'argent de côté, ou au contraire qui serait juste au plafond du livret A. Donc ça, c'est vraiment un élément qu'il fallait prendre en compte. Et pour pouvoir prendre en compte cet élément-là, eh bien, on a démultiplié en fait les rendez-vous individuels. Donc dans ce délai très court, je vous rappelle de 3 semaines, on a fait environ une douzaine de rendez-vous pour pouvoir justement appréhender en fait toutes ces particularités, voilà, tous ces enjeux pour pouvoir les conseiller au mieux en fonction de leur situation patrimoniale et familiale, mais aussi de leurs objectifs. Mais effectivement, l'histoire de nos 4 associés, nos chefs d'entreprise, ne s'arrête pas là en fait. Puisque nous, en tant que banque privée, on accompagne nos clients dans la durée. On a d'ores et déjà échangé avec eux sur les opérations qui pourraient être menées à l'issue du second tour. C'est vrai que là, toutes les opérations classiques de donation-précession, d'apport à holding ne pouvaient pas être proposées puisque, encore une fois, leurs titres étaient encapsulés dans le PEA. Mais pour le coup, sur les titres nouvellement reçus, on peut envisager tout cela dans quelques années. Donc on a commencé à en discuter avec eux pour pouvoir justement anticiper au mieux. C'était mon premier élément de cette chronique. Et pour que le client en fait, puisse appréhender toutes ces notions-là et soit prêt le moment venu à les mettre en œuvre. Le sujet n'est pourtant pas clos. Vous le savez, la fiscalité évolue parfois très vite. Les projets des clients aussi. Donc on reste bien sûr aux côtés de ces entrepreneurs dans la durée pour pouvoir leur apporter un accompagnement sur mesure et surtout qui soit évolutif dans le temps. Merci Marie, tu l'as dit, cette histoire ne s'arrête pas là, cette émission malheureusement si, mais on aura plaisir à vous retrouver très prochainement dans une nouvelle émission de Bi Entrepreneur. À très vite.